cite, Emmanuel Macron a réussi à mettre en place des réformes libérales et a le point pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Bah oui. Écoutez, c'est lucide. Pourquoi ça va marcher demain? C'est parce que toutes les organisations syndicales, toutes appellent à manifester. On est plus efficace quand on est unis que quand on est divisé. Donc 52% des Français seraient favorables au principe de cette réforme du Code du travail. Les pays qui ont vaincu le chômage de masse des jeunes, c'est des pays qui ont un apprentissage d'excellence. Il y en a certains, au lieu de... Le bordel, il ferait mieux d'aller regarder... Ah oui, mais ils ne peuvent pas avoir des postes à faire, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Que Macron réforme, mais qu'il ne nous pique pas les 1,7% de CSG, même si Macron ne fait qu'initier ces mesures. D'autres les finiront. Jamais le patronat n'investira quoi que ce soit dans l'apprentissage et la formation continue. Ce sont vos propos, vos réactions sur lefigaro.fr. Et sur lefigaro.fr, on vous pose une question. Aujourd'hui, pensez-vous que la loi travail va créer des emplois? Vous nous donnez vos réponses, vous commentez sur Facebook, sur la page Facebook du Figaro, et également sur le player du Figaro.fr, c'est-à-dire l'écran dans lequel vous voyez cette émission. Pour éclairer le débat, Manon Malher, bonjour, qui suit les questions vous suivez les questions sociales au Figaro Économie. À côté de vous, Jean-Dominique Simon-Poli, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'association Dialogue, qui réunit DRH et syndicalistes, et vous avez été secrétaire général de la Fédération Banque et Assurance de la CGT, auteur notamment récemment d'un rapport sur la reconnaissance et la valorisation des compétences et des représentants du personnel. Face à vous, Bertrand Martineau, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy sur les questions sociales et auteur notamment de Chômage, inverser la courbe ou encore Un autre droit du travail est possible. Et à côté de vous, Jean-Baptiste Danet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Croissance Plus et entrepreneur vous-même. Alors combien de grévistes, combien de manifestants dans la rue? C'est un des enjeux de l'après-midi, un des enjeux de la journée, puisque les premières manifestations ont commencé notamment en région, et puis cet après-midi, elle a lieu à partir de 14h à Paris. On aura notamment en ligne Pascal Pavageau, qui est secrétaire confédéral de Force ouvrière et qui a choisi cette fois-ci de s'associer avec la CGT à cette journée de grève et de manifestation. Je voudrais d'abord vous poser une question, avant de la poser peut-être tout à l'heure à Pascal Pavageau, mais est-ce que les syndicats ont perdu? C'est en tout cas la question qui vient à l'esprit quand on entend la leader de la gauche radicale française, Jean-Luc Mélenchon, ou bien Éric Coquerel. On l'écoute. Pardonnez-moi, je le cite, Emmanuel Macron a réussi à mettre en place des réformes libérales et a le point pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Bah oui. Écoutez, c'est lucide. C'est pas parce que vous êtes lucide que vous êtes dépressif, parce que sinon il y a beaucoup de gens qui seraient encore plus de gens qui seraient dépressifs dans ce pays. Non, nous ce qu'on constate une chose, c'est que c'est un constat d'échec. Est-ce que vous faites un constat d'échec les uns les autres en ce moment? Voilà. Au moment où je vous parle, là, nous n'avons pas réussi. Quand je dis on, c'est global, c'est les oppositions politiques que nous représentons, sociales que représentent les syndicats, les mouvements de geste. Nous n'avons pas réussi à bloquer un projet antisocial, inégal. Bonjour Pascal Pavageau. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédéral de Force ouvrière, vous êtes chargé des questions sociales. On vous présente comme le successeur de Jean-Claude Mailly à partir du printemps prochain. Est-ce que vous partagez le pessimisme d'Éric Coquerel ou bien de Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, nous, on ne rentre pas dans les débats d'ordre politicien qui sont clairement ceux des propos que nous venons d'entendre. La question, d'ailleurs, elle n'est pas de savoir qui gagne ou qui perd. D'ailleurs, nous n'inscrivons pas nos mobilisations, nos revendications dans une logique de combat face à un homme politique ou à un gouvernement en particulier. Ce que nous disons simplement, c'est que les choix politiques qui sont faits aujourd'hui sur un plan économique par l'actuel président de la République et par son gouvernement sont extrêmement dangereux socialement. Et donc c'est ça, d'une part, que nous contestons, et d'autre part, pour lesquels nous mobilisons de manière à ce que cette politique change et que ce que nous considérons comme étant des régressions ou des dangers pour les travailleurs soit retiré et modifié. Alors ça, d'accord, on a compris votre message, on a compris votre position. Juste sur la façon, justement, de vous opposer,
une question. La CFDT refuse, par exemple, de manifester. Laurent Berger pense notamment que manifester est offrir, je cite, des arguments à ceux qui pensent que les syndicats appartiennent au vieux monde. Est-ce que vous ne craignez pas d'anéantir vos chances d'obtenir des choses par la négociation quand vous allez manifester? Mais absolument pas. On a toujours marché sur deux pieds, en tous les cas, force ouvrière. La définition chez nous, c'est un peu ce qu'on appelle le réformisme militant. Évidemment qu'on négocie, évidemment qu'on négocie dans l'entreprise, dans la branche, qu'on négocie chaque fois qu'on le peut pour essayer de faire passer nos positions, nos revendications. Quand c'est avec les pouvoirs publics, ça s'appelle une concertation, c'est ce qui a eu lieu au niveau, par exemple, là, des ordonnances. Dans ce cadre-là, on fait passer nos positions et on essaie de contrer les positions, soit, en l'occurrence, de la puissance publique, soit du patronat, qui ne nous vont pas. C'est une logique de rapport de force, de négocier ou de concerter. Puis après, à la fin, on est lucide, on regarde le texte. Et négociation ou concertation n'entraîne pas acceptation. Quand c'est bon, on le dit. Et quand c'est pas bon, on le dit aussi. Et dans ces cas-là, on conteste et on se mobilise contre les mesures qu'on trouve extrêmement dangereuses. C'est exactement alors précisément, Pascal Pavageau. D'ailleurs, précisément, Pascal Pavageau, quelles sont les mesures que vous trouvez bonnes et quelles sont les mesures contre lesquelles vous voulez vous mobiliser? On peut résumer en disant que nous avons réussi par la concertation à préserver le rôle de la branche professionnelle et que tout ne soit pas renvoyé à l'échelle de l'entreprise comme c'était la volonté initiale du gouvernement et du président de la République. Donc on va dire que de ce point de vue-là, on est satisfait de ce que nous avons pu obtenir dans le cadre de cette concertation. Après, on a tout un tas de mesures, on en entend parler assez fréquemment, la fusion des instances représentatives du personnel et notamment la baisse des moyens qu'auront les représentants du personnel et les représentants syndicaux pour défendre justement à l'échelle de l'entreprise ou même dans la branche et même en interprofessionnel l'ensemble des travailleurs. Vous dénoncez la réduction du nombre d'élus syndicaux dans les instances représentatives, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ne le prenez pas comme ça parce que ça sous-entendrait que nos revendications seraient nombrilistes et ne s'intéresseraient qu'à la question des représentants syndicaux. Ça n'est pas le sujet, c'est une des conséquences. Quand vous supprimez le CHSCT, le comité d'hygiène et de sécurité, qui a une vraie spécificité, eh bien, vous allez entraîner inévitablement des conséquences sur la défense et sur les droits les plus essentiels des travailleurs parce que l'instance fusionnée va perdre en spécificité et en expertise et on va se retrouver avec des représentants polyvalent, avec moins de temps et moins de moyens. Et effectivement, une des conséquences que cela va avoir, c'est d'une part que les travailleurs seront moins défendus et moins représentés, et d'autre part que ces représentants auront moins de capacité de se former et de faire de l'interprofessionnel pour être justement les experts qu'on attend qu'ils soient, par exemple, dans un CHSCT. Pascal Pavageau, je vous interromps. En tout cas, je comprends pourquoi vous arrivez à un niveau aussi haut, parce que vous êtes un excellent rhéteur. Juste une question. On va voir un graphique que vous ne voyez pas, mais que vous connaissez, c'est la mobilisation qui décroît dans les manifestations sur les lois de travail, depuis la loi El Khomri et même depuis le début de la mobilisation contre Emmanuel Macron. Aujourd'hui, question simple, avec une réponse simple, combien espérez-vous de personnes dans la rue aujourd'hui? Quelle mobilisation espérez-vous? Comment ce sera une victoire pour vous? Ce n'est pas une question de victoire ou de défaite. La question, elle est de permettre aux travailleurs de s'exprimer de différentes manières pour pouvoir montrer leurs craintes et leur mécontentement par rapport à ces différentes mesures. Donc la question de la mobilisation, combien vous espérez de personnes? Combien vous espérez de personnes, Pascal Pavageau, aujourd'hui? Je ne vous donnerai pas de chiffres parce que de notre point de vue, ça n'a pas de sens. La vraie question, c'est de continuer à pouvoir peser. Nous pesons par ce genre de mobilisation. Nous pesons au travers aujourd'hui des discussions et des concertations qui se poursuivent au travers des décrets qui doivent traduire maintenant ces ordonnances. Mais nous allons aussi peser avec, je dirais, des actes et des actions juridiques que nous allons mener contre un certain nombre de dispositions et d'ailleurs que d'autres centrales syndicales mènent également contre les dispositions que nous jugeons les plus dangereuses au niveau de ces ordonnances. Et bien, c'est ce qu'on va suivre. C'est ce qu'on va suivre, Pascal Pavageau.
Je rappelle que vous manifestez tout à l'heure à Paris aux côtés de Philippe Martinez dans le cortège parisien. Jean-Claude Mailly, lui, était à Marseille. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire confédéral de Force ouvrière chargé des questions sociales. Manon Mahler, vous confirmez, vous êtes convaincu par les propos de Pascal Pavageau est-ce que vous pensez, qui était plutôt, qui me dit, lui, on n'a pas encore perdu Quand même, sur la réforme des ordonnances du Code du travail, bon, c'est bientôt fini, ça va être ratifié au Parlement. On voit bien que la mobilisation n'a pas pris. Il y a eu 4 mobilisations et ça, comme vous dites, ça décroît. Voilà, la FO est dans une situation assez délicate parce que Jean-Claude Mailly n'a pas appelé à la mobilisation. Il a eu un rôle pivot durant la concertation. La base était beaucoup plus radicale et donc il se retrouve à devoir aller dans la rue. Mais ça reste quand même, je pense que ça va rester très light. Est-ce que les syndicats ont perdu dans cette affaire ? Ça dépend, qu'est-ce qu'on recherche comme type de victoire. Les syndicats, je crois qu'ils sont dans une situation assez compliquée, de par le fait que Pascal Pavageau l'évoquait. Une des conséquences des ordonnances, c'est de reconfigurer le rôle des IRP, donc ça va donner moins... C'est les instances de représentation du personnel. Il y en avait 3 précédemment, il n'y en aura plus qu'une demain avec la création du CSE. Et donc, ça va, de fait, créer des... Le comité social d'entreprise, économique. La seule instance de représentation. Voilà, c'est ça. Et ça va créer quelques tensions à l'intérieur des organisations syndicales, de par le fait qu'il y aura moins de mandats. Vous contredisez ce que dit Pascal Pavageau. Non, je ne contredis pas. Je dis, il a raison de dire qu'il y aura moins de mandats. Il ne faut pas positionner, il faut pas nous poser la question en pensant qu'on est nombriliste. Non, mais c'est une question tout à fait normale. Que les syndicats se la posent, et en particulier les syndicats localement se posent la question. Ils avaient auparavant un certain nombre de militants. Dorénavant, avec la nouvelle configuration, ils risquent d'en avoir moins. Donc, se posent des questions naturellement que se posent les organisations dans ce style de situation. Bertrand Martineau, Sarko en a rêvé, Macron l'a fait. Ah là là. Témoignage. Macron, il va plus loin dans un mouvement qui a déjà été entamé il y a quand même très très longtemps. C'est-à-dire que la décentralisation, je prends l'exemple de la décentralisation d'une grande partie des négociations sur le temps de travail au niveau de l'entreprise, ça s'est fait en 2008, une loi Xavier Bertrand. La réforme de la représentativité syndicale, c'est encore une loi Xavier Bertrand sous Nicolas Sarkozy. La rupture conventionnelle, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà, donc on est dans une tendance longue, et ce qui est en train de se passer, c'est une accélération de l'histoire, c'est-à-dire que cette fois-ci, il y a un vrai mouvement de décentralisation qui s'accélère. Avec en plus un focus particulier sur les TPE et PME qui sont traditionnellement les grandes oubliées des réformes du droit du travail. Je vous pose cette question, là vous rentrez dans le détail je vous en remercie d'ailleurs, comme ça on essaie de mieux comprendre, mais avant de voir justement le détail de ce qui a été avancé en termes de réforme, là où je vous posais la question, Sarko en a rêvé, Macron l'a fait, c'est quand même dans ce bras de fer avec les syndicats. On se souvient de Nicolas Sarkozy disant que tout était réglé et que maintenant il n'y avait plus de grève dans le pays. On a vu que ce n'était pas aussi simple. Et aujourd'hui, on s'attendait à des grandes manifestations, on s'attendait à revivre la séquence de 1995, 22 ans après. C'est pas ce qu'on a vécu. Non, mais il y a 3 éléments qui ont joué. D'abord, on est dans le sillage d'une élection présidentielle où le droit du travail a été débattu. Je rappelle qu'en 2012, il n'y avait pas eu de débat, par exemple, au moment de l'élection présidentielle de 2012, sur le droit du travail. Là, on en a débattu largement. Donc il y a une légitimité démocratique énorme. Deuxièmement... En 2007, il y en avait eu, travailler plus. Tout à fait, mais il s'est passé des choses quand même. Je veux dire, encore une fois, la rupture conventionnelle, la représentativité syndicale, etc., ce n'est pas des petites réformes. Donc là, il y a quand même eu, un débat approfondi sur le droit du travail et donc une légitimité démocratique. Deuxièmement, cette loi est très réformatrice, mais elle ne touche pas un certain nombre de totems. Elle ne touche pas au SMIC, elle ne touche pas au contrat de travail, elle ne touche pas aux 35 heures comme seuil de déclenchement. On va voir ce qui va donc il n'y a pas de chiffon rouge. Et puis aussi, quand même, elle ne touche pas au secteur public. Or, on parle quand même de syndicats CGT-FO qui sont surreprésentés dans le secteur public et sous-représentés dans le secteur privé, où la capacité de mobilisation n'a rien à voir dans le privé et dans le public. Touchons juste un cheveu aux hôpitaux, touchons un cheveu à la SNCF, etc. Et là, on aura d'autres choses, vous voyez ?
Je crois que la SNCF est concernée par le dispositif d'ailleurs. Les entreprises publiques le sont. Alors même si le secteur public ne l'est pas, mais il n'est pas ciblé. Mais c'est vrai que la SNCF, comme la Poste ou autres, vont être confrontées à la mise en place de ces nouvelles structures et vont avoir des problèmes de gestion de carrière de militants syndicaux, comme vont l'avoir de nombreuses entreprises. Jean-Baptiste Danet, vous qui êtes du côté des entreprises, enfin des entrepreneurs, vous dites bravo Macron? Oui, on dit d'une certaine façon. Quand je vous lis, oui. Non, d'une certaine façon, on dit bravo. On dit bravo, mais je reviens sur le faisceau, les faisceaux d'indices, ou ce qui s'est passé. Et je rejoins parfaitement cet argumentaire en disant finalement, ce qui a été fait, c'est ce qui a été dit pour la campagne. Donc ça avait été annoncé. Donc il n'y a pas eu vraiment de surprise. Deuxièmement, je pense qu'il y a un facteur important, c'est le fait que ce soit Mme Pénicaud qui gère ça, quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise et qui en fait... Ça vous plaît? C'est pas que ça nous plaît, bien sûr ça nous plaît. Mais oui, mais surtout il y a une compréhension, il y a quelque chose qui est compris, on peut vraiment discuter. Ce que vous avez pu vérifier. Ce qu'on a pu vérifier, des réels soucis, des réels problèmes. Et puis surtout, il y a un point, il y a un point très important, c'est qu'en fait, pourquoi cette mobilisation ne prend pas? C'est à mon avis pour deux raisons. D'abord, je pense que le pays a compris que quand on parle d'une réforme qui s'adresse vraiment ETI, PME, TPE, les syndicats ne sont pas les représentants du dialogue social. Ça ne leur appartient plus. Ça, je pense que c'est un point très important. Donc le fait qu'il y a eu toute une dimension qui s'intéresse aux petites entreprises. Ils ont perdu avant. En fait, je rejoins un peu ce que vous avez dit. Ils ont perdu avant. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, ils disent descendre dans la rue, mais il n'y a pas d'incarnation de motifs. Alors justement, je vais vous redonner la parole. Ça n'a pas de valeur. Je voudrais vous faire réagir justement à ces deux déclarations de Jean-Claude Mailly et de Philippe Martinez, parce que l'une des questions qu'on peut se poser, si la mobilisation ne prend pas, est-ce que ça ne vient pas justement de la division du mouvement syndical? Voici la réponse en tous les cas de ceux qui mènent la mobilisation syndicale aujourd'hui. Pourquoi ça va marcher demain? C'est parce que toutes les organisations syndicales, toutes appellent à manifester. On est plus efficace quand on est uni que quand on est divisé. Ce serait pas mal l'unité d'action quand même. Et les grands mouvements sociaux, ils naissent quand on s'y attend pas souvent. Jean-Luc Simon-Poli. Oui, alors une des raisons pour lesquelles la mobilisation est difficile, c'est qu'une grande partie des ordonnances traitent de questions qui sont assez loin des préoccupations des salariés. Le fonctionnement des IRP, c'est quelque chose qui touche les militants essentiellement. Oui, parce que même quand on travaille dans les grandes entreprises, IRP, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Je répète, instance représentative du personnel, comité d'entreprise, délégué du personnel et CHSCT. Voilà, et donc il faut travailler dans une grande entreprise pour... Tout à fait. La plupart des salariés ne connaissent pas les subtilités qui font quelle est la différence entre un CE, une DP, etc. C'est technique, c'est voilà, donc c'est compliqué de les mobiliser là-dessus. Et c'est vrai que c'est une grande part comme des ordonnances, donc ça touche plus les militants. Est-ce que justement, c'est un peu la question qu'on posait tout à l'heure à Pascal Pavageau, ça ne touche pas un petit peu, entre guillemets, ils se sont attaqués aux syndicats un peu, je vais être caricatural, au fromage syndical dans les instances représentatives, et que derrière, le monde les salariés ne sont pas forcément intéressés par ça, vu le peu de représentativité des syndicats en France. Ce n'est pas un fromage syndical, c'est qu'on a des institutions représentatives qui sont complexes et qui font qu'aujourd'hui, un militant, il peut être à la fois délégué du personnel, membre du CE, etc. Donc il y avait des cumuls de mandats qui faisaient que ça tombait toujours sur les épaules des mêmes. Et donc il y avait, de la part des directions comme de la part des syndicats, cette idée que finalement on perdait beaucoup de temps dans toutes ces réunions qui se cumulaient. Et donc, si on pouvait avoir une seule instance pour régler tout ça, c'était nettement mieux. Et donc, c'est ce qui a été fait. Alors après, on peut regretter ce que font certains syndicats, des moyens qui vont disparaître, mais enfin, en règle générale, ce qu'on peut se dire, c'est que Bertrand Martineau a raison. Tout ça a été débattu avant, pendant la campagne des présidentielles, et s'est mis en place à l'issue des législatives. Je pense qu'il ne faut pas oublier un point aussi, la méthode. C'est vrai qu'il y a eu une concertation assez inédite qui a duré 3 mois. Et ça a marché. Oui, ça a marché. Ça a déminé. Ça a déminé. Ils ont pris en compte des points, notamment il faut demander un pouvoir plus important au niveau des branches. Il y a eu vraiment une concertation, une discussion qui a duré, je crois, plus de 300 heures. Chaque organisation est allée voir le Premier ministre, le Président et Muriel Pénicaud, le cabinet. Je pense que ça a quand même pas mal joué. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur Facebook. On salue notamment Jimmy, Rinalva, Pierre, Johan, Aurélie, Sérigné, Carlos. Vous pouvez également poser vos questions sur le player du Figaro, c'est-à-dire l'écran dans lequel vous voyez cette émission. Il y a une question que je voudrais vous poser, avoir votre réaction. C'est sur le soutien que les Français, selon les sondages, apportent
à cette loi travail. Il y a un sondage qui a été fait fin août, juste avant la signature des ordonnances, un mois avant la signature des ordonnances. Et à l'époque, plus d'un Français sur deux soutenait la réforme du Code du travail. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une cause de la défaite de la mobilisation? En tout cas, je vous propose d'écouter les précisions de Véronique Ressoul qui a participé à l'enquête. Les enseignements majeurs de ce sondage, c'est que donc 52% des Français seraient favorables au principe de cette réforme du Code du travail. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce sondage donne finalement un chiffre que l'on peut quantifier, un chiffre que l'on constate aussi et une posture qu'on constate sur les réseaux sociaux, puisque globalement, sur les réseaux sociaux, on constate que les internautes sont plutôt attentistes, plutôt presque positifs sur l'idée de réformer le Code du travail. Manon, est-ce que la tendance est toujours la même aujourd'hui? On voit bien que la mobilisation ne prend pas trop. Je pense que oui. Je pense que on a entendu parler de casse sociale. Je pense que les Français ont compris que ce n'était pas une casse sociale. Et puis, ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas une révolution. Ça fait quand même des années que la France travaille sur cette décentralisation, notamment de la négociation sans entreprise. Enfin, tous ces aspects de la réforme. Et là, il y a une accélération et on arrive... peut-être pas au point final, mais en tout cas, on arrive à la fin d'un processus qui a duré plusieurs années de réforme du Code du droit du travail. Bertrand Martineau. Oui, je crois qu'effectivement, ça avait été annoncé, les gens y étaient prêts, c'était sans doute le bon moment pour faire une réforme. En plus, la circonstance, le marché du travail est reparti mi-2015 à peu près avec des créations nettes d'emplois depuis 2015, donc la conjoncture était la bonne. Et puis, beaucoup de débats dont parlent les syndicats sont des débats vraiment un peu de boutique quand même, c'est-à-dire mes mandats, mon nombre de... On est loin des préoccupations. Oui. Encore une fois, c'est une réforme d'ampleur, mais qui ne diminue pas les droits de quiconque dans ce pays. C'est-à-dire vous ne diminuez pas un salaire, vous ne diminuez pas une allocation. Regardez, par exemple, les 50 euros, les 50 malheureux euros d'APL font beaucoup plus de bruit, finalement, que cette réforme qui est pourtant très importante. Parce que là, vous tapez directement les 50 euros dans la poche des gens. Alors que là, c'est une réforme dynamique, c'est une réforme qui va s'étaler dans le temps et qui va produire des effets dans le temps. C'est la question, c'est une réaction par rapport à ce que disait Jean-Claude Mailly tout à l'heure, c'est parfois les mobilisations prennent là où on ne les attend pas. Est-ce que dans ce que vient de dire Bertrand Martineau, Jean-Dominique Simonpoli, il n'y a pas justement un risque pour le gouvernement de voir une mobilisation? Personne n'est devin en la matière. Hein. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un affaiblissement du syndicalisme qui est assez fort. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle cette réforme a pu passer. Enfin, ces ordonnances ont pu être mises en place assez facilement. De fait, c'est parce que le syndicalisme, il est quand même secoué depuis de nombreuses années. La division qui est la sienne, le faible nombre d'adhérents font que le syndicalisme n'est pas en très bon état pour pouvoir s'opposer à tout ça. Ce qui n'empêche qu'on est face à des situations qui peuvent demain devenir tendues. On évoquait le contenu des ordonnances. Enfin, il y a quand même des dispositions qui peuvent demain être mal vécues par les salariés. Par exemple, le fait que le refus d'une mobilité professionnelle peut entraîner, par exemple, une rupture du contrat de travail ou des choses comme celle-là, font que un accord de compétitivité peut entraîner un salarié qui refuse l'accord de compétitivité peut se retrouver demain licencié. Tout ça est encore peut-être mal compris, mal vécu, peut être mal vécu en tout cas par les salariés, et tout ça peut entraîner. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a toute la vie économique et sociale qui fait que personne ne peut déterminer à l'avance que sera le mouvement social et s'il y en aura un. Vous partagez ce constat ? Oui, je partage. Je pense également que on est d'autant plus d'accord que je pense que le problème syndical en France, il ne date pas juste de cette réforme-là. Je pense qu'il y a de moins en moins d'impact dans les entreprises. Deuxième chose, les sujets qui ont été évoqués, la représentativité. Je pense que les salariés, en fait, ont très bien compris que cette multiplicité de réunions, qui ne servait pas à grand-chose. Ils ont bien vu que ça embouteillait les agendas et tout. Et un salarié dans l'entreprise, il ne regarde pas la représentativité à l'aune du pouvoir accordé. Il le regarde à l'aune de la façon dont les choses s'enclenchent. Donc, en fait, il y a une perte de pouvoir qui accompagne, en fait, la perte de représentativité. Mais je pense que, effectivement, cette réforme, ces ordonnances, les réformes sont assez profondes, d'accord, mais elles touchent des choses qui vont faciliter la vie de l'entreprise, mais qui, à ce jour, ne privent personne de rien. Et je trouve que la façon dont ça a été créé est assez intelligente, en ce sens qu'il n'y a jamais eu de création de dos à dos social au travers des ordonnances.
Au fond, tout ce qui a été dit, c'est permettre de travailler plus facilement, plus librement. Mais il y a quand même un certain nombre de risques potentiels que vous soulignez. Mais il y a aussi des opportunités. Enfin, je me permets de l'évoquer parce que il y a une modification fondamentale qui va apparaître très rapidement le 1er mai 2018, c'est l'obligation d'avoir des accords majoritaires. On ne pourra plus rien faire dans l'entreprise s'il n'y a pas d'accord majoritaire. Donc ça redonne à la fois à la direction de l'entreprise, à la fonction RH, ses lettres de noblesse, j'aurais tendance à dire, et puis ça donne aussi un pouvoir aux organisations syndicales de peser sur les orientations qui vont être celles de l'entreprise. Donc il y a des aspects que certains considèrent comme négatifs, qu'on peut penser être négatifs, effectivement, et puis d'autres aspects plus positifs qui montrent que ça redonne, enfin, je crois que la négociation collective va prendre toute son ampleur à l'occasion de la mise en place de ces ordonnances. C'est quand même l'objectif premier de cette réforme, c'est quand même de replacer le dialogue social au sein de l'entreprise. C'est la communication du gouvernement. Mais... Tout ce que propose la réforme, tout ce qu'a changé la réforme, eh ben, vous le retrouvez dans les colonnes du Figaro aujourd'hui ou sur le Figaro.fr. C'était un excellent article, un très bon dossier puisqu'il a été fait par Manon Malher et en plus il est très clair. Donc je vous y renvoie. Je voudrais qu'on vous montre un chiffre, puisqu'on se demandait ce qui reste à faire maintenant, c'est le nombre d'emplois créés. Dans le Figaro, maintenant ce week-end, on montre que la tendance est donc très bien orientée depuis mi-2016. On explique même qu'aujourd'hui, beaucoup d'emplois ne trouvent pas preneur. Oui. Ça peut paraître bizarre au premier abord, mais en fait, il y a quand même des boîtes qui ne trouvent pas le profil des candidats qualifiés, qui matcheraient, enfin, qui seraient en adéquation avec leurs besoins. Donc, en gros, il y a une espèce d'inadéquation entre les besoins. On a une idée un peu des secteurs. C'est l'industrie, par exemple. Alors, l'industrie, je pense au textile, où en fait, ils ne trouvent pas de personnes qualifiées. Je pense aussi au secteur de l'automobile, le pneumatique. Je pense à... Oui, je pense aussi au métier de bouche, boucherie, charcuterie. Et ça, c'est lié à un problème de savoir-faire, de compétences, de formation. Et on va justement en revenir. Est-ce que ce qui est frappant dans cet article, dans ce dossier qu'on retrouve sur le Figaro.fr, Bertrand Martineau, c'est que c'est une tendance qui est de fond, qui datait même du temps où vous étiez, par exemple, à l'Élysée? Oui, alors en fait, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que en moyenne, il y a à peu près un tiers des recrutements dans le pays qui sont estimés difficiles par les chefs d'entreprise. Et dès que le chômage aborde 9% ou descend un tout petit peu en dessous de 9%, on monte à 35 ou 40%. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation peu enviable, où même si on a un taux de chômage qui reste très très élevé, on a aussi des difficultés de recrutement gigantesques. Donc ça renvoie effectivement à des problèmes de formation continue. Et là, il y a un vrai sujet de réforme de la formation continue, mais également de formation initiale, de formation professionnelle initiale. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas correctement formés dans ce pays aux métiers dont ont besoin effectivement les entreprises. Voilà. Et effectivement, comme disait Manon, c'est quelque chose qui traverse tous les secteurs. C'est-à-dire, bon, on cite toujours le secteur industriel, mais bon, il y a aussi la logistique, cuisinier, donc dans la restauration, il y a, si vous voulez, un frigoriste, un soudeur, voilà. Et ça touche aussi bien les métiers très qualifiés que aussi parfois les métiers très peu qualifiés ou pas qualifiés du tout. Mais c'est un débat extrêmement complexe, mais c'est le cœur du sujet. Et la réforme qui s'annonce pour ça qu'on se permet de l'aborder aujourd'hui. Non, mais c'est la plus importante. Celle sur la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est incontestablement ce qui est le plus important et qui va se passer dans le pays. Parce qu'en fait, on le constate, nous on le constate même chez Croissance Plus, des milliers d'emplois non pourvus, d'accord ? Et en fait, on essaie de trouver les causes, mais il n'y a pas une cause. En fait, il y a plusieurs causes. Il y a la formation, c'est-à-dire comment arrive à partir de la troisième ou de la seconde, dans quel état arrivent les jeunes, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui sont mal formés et donc pas adaptés pour pouvoir suivre une formation. Deuxièmement, la formation professionnelle reste encore inégale, selon les régions, selon les branches, selon les métiers. Il y a des tas de métiers dans l'industrie dans lesquels il n'y a plus de formation proposée. Troisièmement, il y a un problème d'apprentissage. L'alternance est à revisiter. L'apprentissage, à un moment, il faut donner plus de chance. Il faut faire de cette voie une voie royale et pas une voie de garage. Extrêmement important. C'est vertueux en Allemagne, ça ne l'est pas chez nous. Revoyons tout ça. Ensemble. Quatrième point, le point essentiel, ce pays n'encourage pas la mobilité. Et je reviens juste sur une loi qui a été votée sous Nicolas Sarkozy, le fait de ne pas pouvoir refuser plus de 2 emplois. Ça n'a jamais été appliqué. Nous ne sommes pas pour appliquer brutalement les choses, mais il faut trouver des solutions pour encourager la mobilité. Vous avez entendu quand même ce que dit Jean-Dominique Simon-Poli tout à l'heure. Ça,
ça peut être un levier de mobilisation contre la réforme du travail. Ça peut être un levier, bien sûr, mais là, il faut expliquer. Je pose la question, parfois, il y a un vrai problème de mobilité, puisque les deux membres d'un couple, par exemple, qui travaillent, si un membre du couple, par exemple, est condamné à la mobilité, mais que c'est celui qui gagne le moins, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr. Et c'est pour ça que nous, dans nos propositions, on propose quelque chose d'assez pragmatique. Le chômage est indemnisé 24 mois. Admettons qu'un retrouve au bout de 12 mois. Il a une deuxième proposition. On considère qu'on peut continuer à payer les 12 mois restants, mais qui soit compense une perte de pouvoir d'achat, soit compense un déménagement. L'essentiel dans ce pays aujourd'hui, c'est le retour à l'emploi. C'est objectivement le retour à l'emploi. Donc c'est encourager la formation, l'apprentissage, la sortie de l'école au départ et la mobilité. Clairement, il y a quatre choses à alors mettre vous ensemble. anticipez la question que je voulais vous poser justement après la diffusion de cet extrait que tout le monde a vu. C'était Emmanuel Macron et qui a fait une déclaration qui depuis a fait le buzz. Il n'arrive pas. À Ussel ? Ouais. C'est lire. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ah oui, mais ils ne peuvent pas avoir des postes à faire parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Mais et c'est pas loin de chez eux. Non, mais on ne règle pas le problème d'une manière forcée. Alors, Jean-Dominique Simon-Poly, est-ce que la mobilité que défend Jean-Baptiste Danet, à votre avis, c'est une solution quand même? Ce n'est pas une solution quand même pour combattre ce problème de manque de... Tout à fait, oui, mais la mobilité. Mais le problème, enfin, les propos d'Emmanuel Macron traduisent peut-être le sentiment qu'il a sur la façon dont certains réagissent dans des moments un peu difficiles. Mais il était excessif, Macron, quand il a dit ça. Disons qu'il met en lumière... on va mettre de côté le juron. Hein. Non, mais il met en lumière une des réalités, c'est peut-être le fait que souvent les individus ne sont pas... On ne travaille pas en amont sur ces problématiques. C'est-à-dire on laisse les gens, on ne dit rien, on ne dit pas grand-chose. Tout ça est traité dans une sphère extrêmement étroite, et tout d'un coup, la plupart des salariés apprennent que du jour au lendemain, il faut qu'ils partent à tel ou tel endroit. Donc c'est ça qui est compliqué. Si on ne prend pas les problématiques en amont, si on ne les travaille pas en amont, bien évidemment, une transformation, ça crée c'est anxiogène, quoi, en fait, hein, et ça crée des tensions, et c'est sans doute la raison pour laquelle il y a des gens qui réagissent vivement. Donc tout l'intérêt donc de traiter des problématiques en amont, de voir comment on va accompagner ces transformations, c'est extrêmement important. Il y a plein de métiers dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir dans les 15 ans qui viennent. Et on ne peut pas bien définir ce que seront les métiers d'avenir non plus. On ne le sait pas précisément. Donc cette période anxiogène, il faut l'utiliser pour répondre à des questions, des préoccupations, et bien prendre les problématiques en amont à travers la négociation collective, ce que disait Manon sur la façon dont les choses peuvent se régler aujourd'hui. Est-ce que la loi travail peut créer des emplois? C'est la question qu'on vous pose en ce moment sur le Figaro.fr. Vous êtes une majorité à répondre non, mais vous êtes moins nombreux que ces dernières heures. 59% des Français pensent, 159%, pardon, pas des Français, des personnes qui s'expriment, ce n'est qu'une question, ça n'a pas de valeur de sondage, pensent qu'il n'y a pas, que ça ne va pas créer d'emplois. Juste sur cette question de la mobilité, Bertrand Martineau, est-ce que vous avez été confronté au problème quand vous étiez à l'Élysée et est-ce que vous pensez que c'est une des solutions, comme le dit Jean-Baptiste Danet Cette question existe depuis très longtemps, mais là, elle est en train de prendre des proportions impressionnantes. Pas qu'en France, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a deux formes de mobilité, quand même, il faudrait quand même préciser. Il y a la mobilité géographique, puis il y a la mobilité au sein des entreprises, la mobilité fonctionnelle. C'est deux choses très différentes. Il y a aussi, il faut bien le dire, un sujet d'assurance chômage, c'est-à-dire qu'il y a des comportements d'optimisation qui existent avec les contrats courts en particulier. Vous pouvez préciser parce que c'est-à-dire que le système des droits rechargeables, qui par ailleurs a un certain nombre de vertus en termes d'équité... Les droits rechargeables, oui, c'est-à-dire le fait de réaccumuler des droits à l'assurance chômage automatiquement dès que vous ne perdez jamais de droits, en fait, dès que vous retrouvez du travail. Donc c'est vertueux sur le principe. En pratique, ça fait quand même un certain nombre de comportements d'optimisation entre des contrats courts, d'intérim, etc. Donc ces sujets sont très bien connus des recruteurs. Ouais. Voilà, donc il y a des difficultés quand même sur l'assurance chômage qu'il faut regarder en face. On a une durée. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'assurance chômage incite trop les gens à se reposer sur les aides sociales plutôt qu'à aller rechercher du travail, c'est ça en gros.
Dans certains cas, effectivement. Lesquels, par exemple dans justement les cas où il y a des métiers en tension, où les gens savent très bien que de toute façon, ils trouvent facilement du travail. C'est-à-dire dans le métier de bouche, par exemple, il y a des gens qui s'appuient trop sur les assurances chômage que sur le travail qu'il faudrait rechercher. Il y a beaucoup d'optimisation dans l'intérim, sans aller jusqu'au cas extrême des intermittents du spectacle, où là, le système est organisé pour ça, avec la complicité des employeurs d'ailleurs. Sans aller jusqu'à ce cas extrême, il y a effectivement des comportements d'optimisation. On a aussi une durée d'assurance chômage qui dure 2 ans ou 3 ans selon l'âge qu'on a, donc au maximum. On peut peut-être se poser la question, rester 2 ans au chômage, c'est à quelque chose d'assez pathologique quand même. Alors soit c'est la personne qui a un problème particulier, soit c'est le système de service public de l'emploi qui est défaillant, mais c'est anormal qu'on reste 2 ans au chômage. Manon, le Figaro a montré récemment que cette proportion de gens finalement n'était pas majoritaire, de gens qui tablaient sur les assurances chômage pour ne pas travailler. Non, alors j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je crois que c'est moins de 20%. C'est à peu près 15%. Oui, mais 14% de 3,5 millions, c'est quand même important, ça fait 400 000. L'exemple, il est juste, c'est de la mathématique, hein. Ce n'est absolument pas un mode de pensée. Vous prenez quelqu'un qui n'a pas retravaillé à plein temps, qui travaille à mi-temps, qui, avec les aides, n'a pas intérêt, aujourd'hui, à retravailler à plein temps. Je veux dire, la formule existe. À l'inverse, il y a une question de Fabien, et qui revient beaucoup sur les forums du Figaro. Fabien dit « La flexibilisation du licenciement ne crée pas d'emploi et augmente les inégalités de revenus ». Est-ce que, la question qu'on voit également souvent, c'est de dire « Est-ce que le fait de faciliter les licenciements augmente les embauches ?» Mais on ne part pas du... oui, parce qu'on ne pose pas la question comme il faut la poser. En fait, depuis des années... Quand on voit quand même le discours du MEDEF, parfois, c'est quand même la question qui vient à l'esprit. Depuis des années, on explique que renforcer la complexité du Code du travail va permettre de protéger les travailleurs dans les entreprises. Aujourd'hui, ce qui est tenté, c'est de libérer un peu tout ça, d'enlever le carcan de tout ça, en se disant créer de la confiance et de la liberté et rétablir du dialogue social dans l'entreprise devrait créer des emplois. A priori, je suis plutôt pour cette solution-là. Il n'a jamais été question, pour nous, de libérer la possibilité de licencier. Il faut juste partir d'un principe. C'est qu'une entreprise, c'est un être vivant dans un monde qui bouge. Être vivant dans un monde qui bouge, ça veut dire s'adapter, regarder, changer, bouger, migrer. Et c'est là que je rejoins monsieur. C'est qu'en fait, on prend toujours le problème au moment où le drame arrive, où le problème est là. Il faudrait commencer à apprendre et à dialoguer, à anticiper ce qui peut se passer. Nous, on ne demande pas de pouvoir licencier facilement. On demande qu'on nous écoute quand on dit que quand on a besoin de le faire, c'est pour protéger ceux qui doivent rester. Vous voyez ? Donc, c'est un problème d'état d'esprit qu'il faut changer dans ce pays, qu'il faut réellement changer dans ce pays. Mais en fait, c'est la logique dans laquelle aussi s'inscrit la mesure qui vise à plafonner les dommages et intérêts en cas de licenciement abusif, donc en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire que dans la logique du gouvernement, c'est on permet aux entreprises de savoir combien ça va leur coûter au maximum si elles doivent licencier. Et l'idée, c'est, en faisant ça, de pousser un peu à l'embauche. Alors, évidemment, c'est pas... on ne peut pas dire que ça va fonctionner, ça dépend de plein de choses, mais ça offre un cadre un peu plus favorable. C'est vrai que la loi... C'était la loterie avant. Voilà. Maintenant, c'est plus la loterie. La loi travail, les ordonnances ne vont pas créer d'emplois. Enfin, c'est pas une loi qui va créer des emplois, c'est clair. Ça peut créer un état d'esprit, ça peut créer de la confiance entre les acteurs, c'est aussi ça l'objectif. Qui font cet ensemble de choses qui font que demain, on arrivera à une situation où ça sera plus facile d'embaucher. Parce qu'il est vrai que licencier quelqu'un, enfin, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. C'est pas trop compliqué. Il y a des étapes à passer, il y a un certain nombre de considérations financières à avoir à l'esprit, etc. Là, ça a clarifié les choses, mais enfin, c'est pas le fait de licencier. Ce qui est plus préoccupant, c'est sans doute la précarité qui peut se développer dans un certain nombre de domaines. Ce que nous dit Agnès, il n'y a qu'à travailler à la chaîne et on verra si avec un salaire de misère, on fera ça. Voilà, d'où la question qui va venir sur les contrats courts. Enfin, c'est une des questions qui va être traitée, je pense, dans la suite des ordonnances qui ont eu lieu. Et peut-être voir comment on peut arriver à sécuriser les formes d'emploi, parce que c'est quand même ça la vraie question. C'est vrai pour les contrats courts, ça va être vrai pour les indépendants, ça va être vrai pour tous ces gens qui ont des statuts un peu particuliers. La question, c'est bien la sécurisation.
Alors, ça, c'est l'une des questions qui va être posée. Il y a une question qui revient de façon lancinante maintenant, puisque c'est partie des dossiers qui restent à gérer. Il y a un gros dossier sur l'assurance chômage, vous le disiez. Il y en a un sur la formation professionnelle et actuellement sur l'apprentissage. Et voici ce qu'en pense quelqu'un qui est cher donc, à Jean-Baptiste Danet, Muriel Pénicaud, ministre des Travaux. Les pays qui ont vaincu le chômage de masse des jeunes, c'est des pays qui ont un apprentissage d'excellence, où, comme en France, en théorie, on peut aller du CAP à l'ingénieur, mais aujourd'hui, nous n'avons que 400 000 apprentis, alors que l'apprentissage a des beaux résultats. Dans l'enseignement supérieur, il est bien perçu comme une voie d'excellence. Pas toujours aux autres niveaux. Pourtant, 70% des jeunes qui vont en apprentissage ont un CDI 7 mois après leur apprentissage. Donc c'est déjà une voie de réussite et on veut faire une voie d'excellence avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, beaucoup plus grande. Jean-Baptiste Danet, l'apprentissage, c'est un serpent de mer. On en entend parler depuis des années. D'abord, est-ce que si un de vos enfants voudrait faire de l'apprentissage pour un métier manuel, vous accepteriez aujourd'hui ? Bien sûr. Mais bien sûr, j'en ai un d'ailleurs, il l'a fait. Et est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ce qu'annonce le gouvernement, ça peut marcher ? Pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces. En revanche, on a quand même l'impression qu'ils ont mis le doigt sur les choses qui ne marchaient pas. Quand nous les rencontrons et que nous disons aujourd'hui l'apprentissage, c'est quand même un double parcours théorique et professionnel. Quand vous en avez un qui ne marche pas, l'apprentissage est mort. Je veux dire, faire attention, parce qu'on ne plaisante pas avec des jeunes, vous voyez. Donc il faut donner sûrement une deuxième chance et revoir. Ensuite, quand on dit les horaires où les plages ne sont pas forcément adaptées et que c'est plutôt à l'école de s'adapter à l'entreprise et pas l'entreprise de s'adapter à l'école, on pense qu'on est écouté. Je pense que c'est important aussi. Ensuite, sortir d'un contrat d'apprentissage, c'est très compliqué. Donc il faut aussi partir du principe, comme on disait tout à l'heure, qu'un contrat d'apprentissage, c'est quelque chose qui doit être souple, moins rigide. Et dernièrement, les contrats d'apprentissage, il faut arriver à les diriger. C'est-à-dire, il faut que les apprentis soient mieux formés au départ, mais ne mettons pas des apprentis qui ne savent pas lire, pas écrire, etc., parce que c'est un handicap pour eux. Et là, nous recommandons qu'il y ait une année de césure pour celui qui veut faire de l'apprentissage, on valide ses compétences, et derrière, surtout que l'apprentissage, ce soit un réel accompagnement. Dernier point, l'apprenti, il est rémunéré en fonction de son âge dans l'entreprise, et pas en fonction de sa qualification. Donc, si vous voulez, on s'est tiré des balles dans le pied dans tous les coins. Du coup, quasi-échec de l'apprentissage. Du coup, ce n'est pas une voie royale, c'est une voie de garage, et c'est dramatique. Tout ce qui vient d'être dit est vrai, mais il y a un impensé derrière tout ça, c'est le problème de l'éducation nationale. Oui, la réforme à vie. Il y a deux sujets fondamentaux qu'il va falloir traiter, et c'est là qu'on verra si on est dans une petite réforme ou une vraie transformation. Je rappelle qu'il y a deux sujets fondamentaux. C'est un, l'éducation nationale n'oriente pas vers l'apprentissage, et deux, il y a une voie concurrente à l'apprentissage, qui est très majoritaire en France, qui sont la voie professionnelle scolaire, c'est-à-dire les lycées professionnels, dont le taux d'insertion dans l'emploi est très inférieur. Là, Muriel Pénicaud dit 70% pour l'apprentissage, c'est 45% pour les lycées professionnels. Ouais. Donc parlons un petit peu des lycées professionnels. Donc il faudrait améliorer les Je rappelle que la grande différence, sans rentrer en détail, la grande différence entre la France et l'Allemagne, on parle beaucoup de l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de lycée professionnel en Allemagne et que tout passe par l'apprentissage. Et que l'entreprise n'a pas son mot à dire dans le programme des lycées professionnels, ce qui est incroyable. Manon, l'Allemagne, c'est le modèle dont il faut s'inspirer ? C'est simple. En France, il y a 7% d'apprentis, donc de jeunes apprentis de 16 à 25 ans. En Allemagne, il y en a 2 fois plus, donc 15%. En Suisse, je n'ai plus exactement les chiffres, mais c'est à peu près pareil. Donc vraiment, le pari de l'apprentissage comme une voie, une bonne voie, une voie royale, il a été relevé en Allemagne, mais pas en France. Et c'est un problème culturel aussi. Oui, sans doute, il faut aussi inciter les entreprises publiques à remettre sur pied des dispositifs qu'elles avaient auparavant, internes, pour faciliter l'apprentissage. Il y avait des apprentis chez EDF, à la SNCF, enfin, il y en a sûr. Jean-Baptiste Danet, je voudrais une réaction courte à cette phrase d'un internaute qui s'exprime sur le Figaro.fr. Beaucoup trop de patrons se détournent de la formation et de leur rôle social. Ces mêmes patrons regrettent de ne pas trouver des personnels formés, mais laissent les autres les former. Eh bien, alors, ça ne vous surprendra pas que je dise que je ne partage pas forcément ça. Moi, ce que je crois, c'est que un chef d'entreprise... Il dit on laisse trop à l'éducation nationale les questions de formation. Et au CFA, Centre de formation à l'apprentissage. Écoutez, moi j'organise, avec Croissance Plus, on organise la journée des jeunes le 23 à Bercy, là, où on a 23 novembre, 400 jeunes à la rencontre de l'économie. On a appelé ça « Raconte-moi l'entreprise ». On a donc fait un sondage sur 1000 jeunes en France, qu'on n'a pas choisi. 1000 jeunes qui sont en première, terminale et BTS, pour avoir 2 réponses. 1, ils disent l'école ne nous forme pas.
Et ça nous angoisse parce qu'on va arriver dans l'entreprise et l'école ne nous a jamais dit que l'entreprise c'était bien. Première réponse. Deuxième, c'est effectivement l'entreprise est quelque chose de stressant. Attention, est-ce qu'il ne faut pas changer le rôle de l'entrepreneur et le rendre beaucoup plus vertueux et généreux à notre égard? Donc, dans la question qui est posée là, il y a les deux à la fois. Je pense qu'on ne peut pas le traiter de façon si manichéenne, pas le traiter comme ça. Il faut se dire qu'il y a très certainement un problème, un vrai souci entre éducation nationale et entreprise. Moi, j'ai quand même l'impression que le ministre aujourd'hui a envie de le régler. Enfin, en tout cas, c'est clairement ce qu'on entend et tant mieux. Et deuxièmement, l'apprentissage, aujourd'hui, franchement, regardez les conditions de l'apprentissage, le coût de l'apprentissage et la qualité des apprentis. C'est très compliqué pour une entreprise de faire rentrer des apprentis dans les entreprises. Notamment avec les contrats d'apprentissage sont très très rigides. Donc ça, c'est une question qui va être abordée. C'est partie des enjeux. Comment assouplir. Il nous reste moins d'une minute. Est-ce que, c'est la question qu'on se posait, est-ce que Macron a réussi, selon vous? Vous avez 20 secondes chacun. Non. Jusqu'à présent, je pense que c'est pas mal. Je veux dire, sa stratégie est bien ficelée. Les ordonnances sont passées sans mettre les gens dans la rue. Il a aussi donc joué sur la division des syndicats. Là, je ne pense pas qu'il y ait... La question de la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle, c'est assez crucial, mais ça va être plus... Là, il va plus falloir qu'il ménage les institutions, notamment les régions, parce qu'il y a des enjeux politiques. Mais je ne crois pas que la crainte soit que l'opinion publique se mobilise et conteste ces réformes. Je pense pas. Je ne sais pas s'il a réussi, on verra à l'usage. Enfin, la question centrale, c'est comme celle de l'emploi. Tout ce qui est fait là, c'est pour objectif de créer de l'emploi. L'emploi est resté stable, le chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre. C'est pas gagné. Ouais. Par contre, ça va dépendre beaucoup des acteurs. Maintenant, on leur donne la possibilité d'avancer. Est-ce que ça va matcher, comme on dit? Est-ce que les syndicats de salariés, les syndicats d'employeurs vont réussir à modifier un peu, à créer un climat de confiance? Votre pronostic, vous qui connaissez quand même ces questions-là? I don't know. Je crois que pour répondre à la question réussi ou pas, il faudra attendre le paquet du printemps qu'on nous annonce sur les 3 piliers, formation, apprentissage et assurance chômage. Je crois que c'est les enjeux. Formation, apprentissage, assurance chômage. Mais oui, c'est fondamental. La question de savoir si on va redonner de la capacité aux individus, des individus qui sont quand même plus autonomes qu'autrefois en moyenne, à se réorienter, à se réinventer, à évoluer. Là où il a réussi, c'est qu'il a compris que c'était un triptyque social, fiscal, donc coût du travail, et la dernière qui arrive. Là où on pourra dire qu'il a vraiment réussi, s'il réussit celle qui vient, c'est la plus essentielle à mes yeux. Est-ce que la loi travail peut créer des emplois? C'est la question qu'on vous pose sur Internet. Vous pouvez encore y répondre. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été présent pour débattre. Merci de vos questions. Et vous restez sur le Figaro Live. Tout de suite, le talk, Mathilde Siro et son invité Didier Guillaume.